quoi. Et je ne sais pas comment est-ce que le morguier a réussi à avoir le contact de la fille. Je ne sais pas si quand on enregistre un cas de décès à la morgue, on prend les numéros des parents du défunt ou bien, je ne sais pas trop, mais le morguier a appelé la fille, lui demandant de venir. Elle est venue à la morgue. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie de te dire quelque chose. Je ne le fais pas souvent, mais je veux juste t'aider. Elle a dit quoi? Le type en question a dit à la femme que ton mari, depuis que vous avez mis un corps ici, ça fait 3 jours que ton mari est arrivé ici. Et quand il arrive, il demande qu'on dégivre le corps. Et quand c'est fait, il sodomise la petite, sa fille. Il est important de toujours connaître l'origine de l'argent dans une relation. Dans cette histoire vraie choquante, une femme voit son mari passer de la pauvreté à une richesse soudaine. Mais derrière cet argent se cache un lourd secret qui va détruire sa vie. Entre mystère, peur et conséquences dramatiques, ce témoignage met en lumière les dangers de certaines situations que beaucoup ignorent. Regardez jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire ce que vous feriez à sa place. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour plus d'histoires vraies. Je viens par là te raconter une histoire assez récente, une histoire qui me concerne vraiment, au fait qui concerne une de mes proches. Je ne vais pas trop dire de qui il s'agit pour ne pas me faire identifier, mais c'est une personne qui m'est très proche. Ça peut être la famille, une amie ou bien. Bon, l'histoire est assez récente et j'aimerais vraiment aussi par là recevoir des conseils. Je ne sais pas si ça peut tomber dans l'oreille d'une personne qui peut nous aider ou bien, je ne sais pas trop. Bon, voilà l'histoire. Au fait, cette personne dont je raconte son histoire, elle est avec un homme depuis 19 ans. Et ensemble, ils ont eu à se démerder, à se battre pour avoir de quoi vivre, quoi. Et depuis 11 ans, ils se sont mariés, c'est-à-dire ils sont à 19 ans de vie commune. Et puis, depuis 11 ans, ils sont légalisés. Alors, ils vendaient les CD ensemble. L'homme et la femme vendaient les CD pour vivre. Mais du jour au lendemain, le type en question est devenu tellement riche. Et sa femme ne savait vraiment pas d'où venait sa richesse. Et voilà, un de ces matins, il a garé une très grande voiture, une belle voiture à la maison. Et puis il a dit à sa femme, on va quitter d'ici, on va l'aménager ailleurs. Elle aussi, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas trop prêté attention, ou bien je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été assez vigilante à poser des questions. Elle était quand même éblouie par la richesse, quoi. Elle est partie, ils ont aménagé ailleurs. Je te parle d'une histoire qui est vraiment encore d'actualité, très récente même. Alors, ils ont aménagé dans la grande maison, dans la belle maison, quoi. Une fois à la maison, le premier soir dans la maison, le type lui a fait signer un papier de confidentialité. C'est-à-dire, à l'aide d'une aiguille, il l'a blessé du doigt. Et avec son sang, il a fait signer ce papier-là. Un papier de confidentialité, c'est-à-dire, elle devait rester silencieuse face à tout ce qu'elle voit. Ah. Elle a accepté. Et entre-temps, elle ne savait pas à quoi s'attendre, quoi. Entre-temps, le type a fait venir sa maman du village. Ce sont les villages de l'Ouest. Sa maman du village et tellement sa petite sœur. Donc le type entretenait des rapports avec sa maman et avec sa cadette devant la femme. Mais elle ne pouvait rien dire parce que elle avait ce truc-là, ce silence-là, ce truc-là qui la scellait les lèvres, qu'elle ne pouvait pas parler. Tout le temps, c'était pareil. Et le type également avait dans sa maison une chèvre noire, sans tache. Cette chèvre-là était comme sa coépouse, quoi. C'est-à-dire, avant qu'elle ne rejoigne sa chambre à coucher, sa chambre conjugale, la chèvre passait à l'avance. C'est-à-dire, il avait d'abord des rapports avec la chèvre. C'est quand la chèvre sort de la chambre qu'elle peut entrer. Et puis, si la chèvre est malade, l'homme est invalide. Il ne peut pas la toucher. Il n'est même pas content. Il n'est pas gai en fait. Jusqu'à ce que la chèvre soit guérie. Alors, ils vivaient tout le temps ensemble. Elle vivait un calvaire en fait. Elle n'avait jamais osé parler, osé dire à qui que ce soit. Elle était scotchée par des lèvres, quoi. Alors, un soir, son mari est arrivé à la maison, un soir, puisque les deux avaient 2 enfants, une fille et un garçon.
Et je rappelle qu'il y avait des jours même où il passait la nuit avec la chèvre. Et elle dormait par contre dans la chambre de sa fille. Alors un soir, le monsieur en question, il est entré à la maison. Il a appelé sa femme, il lui a demandé de tes deux enfants, lequel aimes-tu le plus? Elle a dit, mais tiens, c'est quelle question ça? Pourquoi tu me demandes ce genre de choses? Pourquoi tu me demandes... Il a insisté, après tant d'insistance, elle a dit, j'aime les deux, j'aime mes enfants au même titre. Le type a dit, ok. Tout s'est passé, la soirée s'est passée dans les normes, quoi. Il n'y avait pas de souci. Le lendemain soir, alors à 18h, sa fille a commencé à pleurer le mal de tête. Ça n'a même pas duré 5 minutes. On a perdu l'enfant. On a perdu, la fille est décédée. Le temps même pour la femme d'appeler son époux pour l'annoncer que ta fille est décédée, il était déjà arrivé à la maison. Et quand il est arrivé, quand il est monté, directement, il a pris, je ne sais pas si c'était une lame ou bien quoi que ce soit, elle n'a pas trop précisé en fait. Il a blessé la fille et il a recueilli un peu de son sang dans un tube. Et puis il a emballé le corps, il a demandé à sa femme, amenons le corps à la morgue. Amenons le corps à la morgue. Alors, ils sont allés garder le corps. La fille, entre-temps, elle pleurait sa fille. Elle était endeuillée, quoi. Et je ne sais pas comment est-ce que le morguier a réussi à avoir le contact de la fille. Je ne sais pas si quand on enregistre un cas de décès à la morgue, on prend les numéros des parents du défunt ou bien je ne sais pas trop. Mais le morguier a appelé la fille, lui demandant de venir. Elle est venue à la morgue. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie de te dire quelque chose. Je ne le fais pas souvent, mais je veux juste t'aider. Elle a dit quoi? Le type en question a dit à la femme que ton mari, depuis que vous avez mis un corps ici, ça fait 3 jours que ton mari est arrivé ici. Et quand il arrive, il demande qu'on dégivre le corps. Et quand c'est fait, il sodomise la petite, sa fille en question. Et qu'il a fait déjà à 3 reprises. Et quand il a fini, il demande qu'on lui remette dans la glace. Elle était scandalisée en fait, elle était vraiment choquée. Et elle a couru aller chez un prêtre exorciste. Elle a rencontré le prêtre, elle lui a expliqué. Le prêtre lui a dit qu'il faut d'abord qu'elle brise ce silence, il faut qu'elle parle. Mais qu'elle attende d'abord qu'on enterre la petite avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Et le prêtre lui donnait, je ne sais pas si c'était l'huile d'onction pour se protéger ou bien, je ne sais pas, aussi avec sa foi et les prières et tout. Chose qui n'a pas, je ne sais pas si elle a vraiment mis ça en pratique ou bien. Et puis le prêtre lui donnait une poudre, qu'elle mette ça sur le corps de sa fille, sur le dos, je ne sais pas, en dessous quoi, le dos de sa fille, dans le cercueil, le jour de l'enterrement ou bien à la veille de l'enterrement. Il a remis une poudre. Elle a pris la poudre, mais à la veillée, ce soir-là, le type a fait zinguer le cercueil. Donc c'était scellé. Elle ne pouvait pas avoir accès, quoi. Et voilà, c'est passé. Elle n'a pas pu faire ce que le prêtre a demandé de faire. Et après l'enterrement, nous, on l'a plus revue. Elle est partie. C'est après, je ne sais pas si je vais dire 4 à 5 jours, parce que la semaine passée qu'on a enterré, c'est aujourd'hui qu'elle nous fait parvenir une lettre qui nous raconte toutes ces choses. Nous, on ne savait pas, on n'était pas au courant de ça. Et elle nous fait comprendre que là où elle est actuellement, par son téléphone, elle a reçu des menaces de son mari. Et puis, elle est partiellement paralysée des pieds. Et puis, elle perd la parole. En journée, elle perd la parole. Elle ne peut pas parler. Et en soirée, elle peut encore parler. Au fait, elle n'a vraiment pas la parole, quoi. Ça part, ça vient, etc. Et maintenant, elle peut juste écrire. Ce qui fait qu'elle nous a envoyé une lettre avant-hier. Oui, je crois que ça fait 3 jours, mercredi matin. La lettre nous est parvenue mercredi. Et elle demande vraiment l'aide. Moi-même où je parle, je ne sais pas de quelle manière je peux l'aider, je ne sais pas. Donc moi, non seulement je sensibilise, mais je demande que s'il y a une personne qui peut peut-être nous aider dans ce sens-là, qui peut faire un truc pour elle, parce que elle, je ne sais pas, elle va vraiment mal. Avec cette situation-là, c'est vraiment délicat. Et elle aussi, elle a fait une bêtise au début d'accepter ce pacte. Parce que pour moi, je me dis que signer cette lettre de confidentialité, c'est un pacte, quoi. Et puis elle a fait avec son sang. Donc ça veut dire qu'elle est guidée. D'après moi, je pense qu'elle est guidée là où elle est. Elle est guidée partout où elle va. Elle est sûrement guidée et puis elle est sûrement sous contrôle, quoi. Peut-être que on la voit, je ne sais pas trop. Je l'ai dit la dernière fois-ci. Et je réitère cela aujourd'hui parce que je vais raconter une seconde histoire qui est toujours réelle. Parce qu'il y a plusieurs histoires que moi j'ai vécues à la maison avec mon papa et sa maman. Mais là aujourd'hui je vais vous raconter pour mon papa. Tout était rose de ma naissance jusqu'à l'an 2000.
L'an 2000, on affecte mon papa pour le Nord. Quand on l'affecte pour le Nord, la donne commence à changer. Il ne jouait plus trop avec nous, il n'avait plus de temps pour nous, il était déjà plus consacré à ses amis et ses collègues, bref, ses amis qui peut dire ses collègues plus, parce qu'il n'avait pas des amis autres que ses collègues, où il a adhéré une réunion où tous les fins du mois, cette réunion vraiment, le jour qu'on l'a reçu à la maison, mince, c'est les bœufs que tu voulais voir, les porcs que tu voulais voir, les chèvres. Moi, je comprenais même plus la réunion, c'était la fête. Donc, quand vous êtes enfant, il y a un truc comme ça, vous êtes fiers, vos amis sont derrière, vous attendent, vous allez porter des plats et tout, vous allez partir donner à vos amis, ou bien de quoi vous suivez dans la chambre, et ainsi de suite. Ils sont alignés aux escaliers, ce qui nous attendait en bas au rez-de-chaussée. Donc, c'était un peu cela. Alors, maintenant, quand on arrive là-bas, tout était rose, après, la donne change. Papa commence à changer de comportement. Déjà, il fréquentait déjà un de ses chefs, un commandant, qui était tellement collé à lui, il est venu à la maison, on s'entendait bien. Après quelques instants, aux écarts du 6 mois, il débarque avec la statuette de lion là, mais en bois. C'est lui qui prenait soin toutes les semaines, tous les mercredis. Après, nous tous à la maison, il dit non, c'est moi qui dois maintenant commencer à oingre chaque mercredi avec de l'huile rouge. Moi, je comprenais pas le pourquoi. J'étais petite. Je croyais que c'est normal. Moi, je aidais mon papa à faire l'entretien. Qu'elle demandait papa pourquoi on le fait. Il me dit non, ça l'a toujours prié. Et puis personne d'autre ne devait le faire. Ah, ma mère, elle simplifiait, elle disait, sur le père et ses enfants. Comme ça ne suffisait pas, les jeux avec nous ne le faisaient plus, comme j'ai dit d'abord. Des blagues, des balades, il n'y avait plus. Il était distant. Il n'aimait plus trop quand on priait à la maison. C'était un peu bizarre, quoi. Après, c'est plus ça. C'est que quand il nous lave, il commence à me toucher les parties intimes. Il met un peu du temps sur mes parties intimes. Et quand il me dit lave-toi, plus qu'avant, quand il me disait accroupis-toi, tu fais ta toilette intime, il versait juste de l'eau, puisqu'il ne laissait plus couler l'eau du robinet qui sortait du mur, comme on dit souvent. Il prend plutôt de l'eau, il ne verse plus que je lave, qu'il frotte mon bas, si je puis dire. Après, il dit non, comme il pensait avant, il disait comment je dois savoir comment laver et tout. Mais maintenant, il le faisait plus, c'est lui qui le faisait déjà. C'est plus moi qui le faisais, mais c'est lui qui le faisait déjà. Et quand il le faisait, il avait une façon de le faire comme s'il me caressait doucement. Quand je vais, je dis à maman, maman, la façon que papa m'a fait la toilette aujourd'hui là, c'est pas comme les autres jours qui me demandent souvent de faire la toilette. Lui-même, il a fait ma toilette. Et il me touchait, il caressait mes fesses, il touchait mon zizi, il caressait le bout de mon zizi. Ma mère m'a chassé. Ah, les parents connaissent souvent. Ma mère m'a chassé. Elle me dit, ah, va là-bas, tu es un enfant, je ne dois pas parler des trucs comme ça, tu t'exprimes mal, bla, 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 bla. Ça passe. Une autre fois, il me lave encore, il fait la même chose. Quand je viens dire, maman, elle me chasse. Déjà comme l'histoire. Elle me chasse. Déjà comme l'histoire est tellement longue de ma vie, je vais là, c'est maintenant couper plutôt. Couper. Et ensuite, chaque jour, je raconterai une nouvelle journée de moi ce qui s'est passé. Alors, il le fait. Je dors, je rêve qu'il y a un gros serpent en bois sur la porte. Mon père, il dit, ah, je sens que tu ne à rien. Je dis à ma mère que ça ne sera pas les derrière, ça les réels. Bon, je sentais des trucs bizarres et tout. Je dis à maman, j'attire ma mère l'attention que papa est bizarre. Est-ce que tu n'es pas sûr, t'es encore petite, 6 ans, c'est à papa, à ma mère que, est-ce que tu n'es pas sûr que papa est déjà sorcier? Oh, ma mère s'est fâchée avec moi. Maintenant, les copines de ma maman disent à ma mère, ton mari c'est. Ma mère se fâchait avec ses copines qui disaient cela et vous n'étiez plus amis. Ces crânes se rappellent depuis Yaoundé pour dire à ma mère là pour nous faire attention. On n'est allé que pas et on s'est rendu compte que ton mari n'est pas quelqu'un de propre. Elle dit, ah, vous êtes jalouse, machin. Tout le monde, ennemi déjà. Quand papa arrivait maintenant en décembre à la maison, dans la famille quoi, en fin d'année comme ça, il vient avec un bœuf, dans sa belle famille, dans la famille de maman. C'est pour vous, malais d'argent. Il n'a eu que les mêmes postes de toute sa carrière. Puis qu'on avait puis qu'on est arrivé ou non. Et un poste, pas petit poste, hein, un gros poste où justifiait toujours la provenance d'argent et que tout le monde qui savait qu'il est dans ce poste disait non, c'est normal. Mais moi, je trouvais pas toujours ça normal. Ma mère, elle trouvait ça normal. Ça a tourné avec tant de mystères qui se produisaient dans la maison où, voilà encore une partie qui m'avait toujours marqué. Où son collègue et papa sont en train de causer un jour sur la véranda quand on rentre sur Yaoundé. Et après son collègue
Parce qu'il y a eu des problèmes, parce que maman ouvrait déjà les yeux, qui disait que non, elle veut partir de là, bla bla bla. Où son collègue dit, quand tu as une poule à la maison, une mère poule, tu prends ces poussins, tu lèves une mère poule et tout, et que la mère poule te fait des poussins, il faudra attraper ces poussins et manger. Je suis allée vers ma mère, parce que je comprenais pas la signification. Je demandais à ma mère que voilà ce que j'ai suivi papa causer avec son ami à la véranda. Elle m'a toujours chassé. Elle dit, tu as mal entendu. Mais elle va voir papa. Après, elle dit, papa, elle dit à son époux, est-ce que ce que l'enfant dit est réel? Il dit, mais non, elle a mal suivi. Il y a les poules qui passaient, on parlait des poules qui t'en passaient. Bref, il a sorti une version à ma mère. J'ai dit, ah, ça va. Plus tard dans ces réunions qu'il a toujours allé faire ici. Il reste comme ça, il dit à ma mère que je lève et prend une somme de 500 000 $ à ma mère. Il dit à ma mère, prends l'enfant, vous partez à Yaoundé. Il ne me dit pas où vous êtes allé, mais ne va pas à la maison de Yaoundé. Ma mère dit pourquoi? Il dit à ma mère, il a fait un mauvais rêve qu'on est venu me chercher dans la nuit et on m'a tué. Ma mère perdue et tout, ne comprenait rien. Il faisait tout pour chasser ma mère de partir vite avec moi. Ma mère me prend, me ramène sur Yaoundé. Elle vient me laisser chez ses soeurs. Elle remonte. Mon père dit, je ne veux pas savoir où tu as laissé l'enfant. Maintenant, chez ses soeurs, elle dit cette histoire à ses soeurs. Et qui est ma tante, ma marraine en question. Elle trouvait ça louche. Elle s'en va. Comme c'est une femme un peu qui aimait bien les histoires de maraboutage et tout. Elle dit, le marabout là s'en va, dit, le monsieur en question, il a mangé, pas qu'il a mangé, on demande de livrer sa fille. Et comme je suis unique enfant, mais il a plus à adopter, on dit des enfants de la famille, il restait plus avec nous. Et le monsieur en question ne veut pas donner son enfant. On a déjà menacé plusieurs fois. Alors il faudrait qu'on vienne chercher l'enfant, qu'on ne trouve pas l'enfant. Il ne doit pas savoir où il y a l'enfant. Parce que si il connaît où il y a l'enfant, ça pourra les transmettre là où je suis. Ah. Je vous assure. Le monsieur en question, il m'a fait des histoires de lavage. J'étais petite, il ne pouvait pas dire non. Je ne faisais que regarder avec mes yeux. Il fallait qu'il regarde avec mes yeux. Alors là, je suis restée sur Yaoundé, tous les congés. Ils sont revenus me chercher. J'ai dit, la fessée. On ne me croyait pas. Jusqu'au jour où il est allé avec moi, il m'a forcé, il m'a fait des rapports sexuels. Et quand je dis à ma mère, elle m'a toujours fessé. Que tu dis n'est pas vrai. Dès que maman s'en va au travail, il reste pas derrière. Il vient me chercher à l'école, il dit c'est moi qui paye l'école, là c'est mon argent. Il vient me séquestrer à la maison. Quand je veux régimber et tout, il lève son ceinturon, il pose ses rendus sur moi, il me bastonne, il me ferme la bouche. Il abuse de moi. Je pleure. Quand maman vient, je dis à maman, il dit que ce n'est jamais vrai. Maman, où elle avait seulement les yeux envoûtés, donc domptés par lui, je ne sais pas, elle ne me croyait jamais. Jusqu'au jour où, je vais toujours couper l'histoire pour être bref, où papa s'est couché. Il m'a appelé. Il a appelé maman, les membres de la famille. Après qu'un oncle ait fini de faire, une messe à la maison, et tout, tu lui as demandé que tout le monde se confesse et tout, juste ce qui s'est passé. Moi, j'ai raconté tout à mon oncle. Alors, il avait assez de sa sœur. Il est arrivé, il a dit, voilà, aujourd'hui, je peux pas avoir ma nièce qui souffre comme ça, pourtant je suis un homme de Dieu. Il vient, il fait une prière, il fait des incantations, il fait des trucs, il nous lit la messe, après il nous fait boire, manger la première communion, il fait boire le vin des messes des prêtres là. Sur le vin vinaigre comme ça, oui. Quand on finit de boire sur les et tout, on demande à tout le monde de libérer son ventre et tout. Papa, il ne dit rien. Il dit que lui, il a pardonné. Dit la vérité, de là, c'est des choses, il ne dit rien. Après, mon oncle dit que tant pis pour toi, moi, j'ai seulement fait ma part. Et j'ai fait ma part dans le bon chemin. Je sais que tu es compliqué, que tu ne veux pas révéler tout ce qui est dans ton ventre. Il dit que pour qu'on puisse trouver une solution, tant pis. Il a toujours nié que non. C'est ainsi, dit papa, un jour, il se couche. Quelques temps après, donc il me dit un mois après, il m'appelle que j'avais à quitter la maison. Mais dans ce moment, j'étais à grande, parce que je coupe juste l'histoire de ma vie. J'étais déjà grande. Il m'appelle, il se confesse. Il me dit, la sœur de ta mère, la petite sœur, c'est moi qui ai tué. Le petit frère, c'est moi. La cousine, c'est moi. L'autre gardien, c'est moi. Il a cité que, moi ça me surprenait pas. J'ai appelé ma mère qui vient écouter. La partie qui m'a fini et que je ne m'attendais pas et que même ma mère ne s'attendait pas, c'est quand il dit à ma mère, même ton ventre d'accouchement, c'est moi qui ai donné. Ça c'est la partie où ma tête a pris des vertiges parce que j'ai toujours pleuré que pourquoi j'ai pas de frère, pourquoi j'ai pas de soeur. Il disait toujours c'est pas de sa faute, c'est la faute de ma mère, les complications de concevoir, mais je vous assure, ma mère va à l'hôpital, elle fait tous les examens, elle n'a pas de problème.
qu'on se voit et qu'on soit deux, crois-moi, quelque chose se passe comme je sais pas, tu vois, comme un verre, tu vois comment ça gonfle, ça passe. La grossesse part, on voit seulement les saignements après le début. Jusqu'aujourd'hui que je suis déjà grande à cet âge et que j'ai déjà croix grands enfants, ma mère ne conçoit pas. Et peut-être encore bien jeune parce qu'elle m'a eu très jeune. Donc 17 ans comme ça, 16 ans, ma mère m'a eu très jeune. Déjà quand je dis ma mère, on pense que c'est ma grande soeur parce qu'on fait... Je suis même plus vieille que ma mère physiquement puisqu'on fait la même génération et tout. Et déjà je suis même pas encore dans la quarantaine. C'est-à-dire, c'est la partie de cette histoire-là qui m'a abattu quand le papa, il a dit, même ton ventre, c'est moi qui ai donné ton ventre et tu ne peux pas concevoir. Et sache que toutes ces richesses, les maisons, les terrains, les voitures, tous tes vêtements, tout ce que tu as, c'est le fruit de ton ventre. J'ai mis les mains sur la tête. Comme j'avais porté mes pieds sortis de chez mon papa, comme il est décédé là, j'ai plus jamais remis pied. Ma mère aussi, elle est sortie, elle de son côté. Continuer comme elle est fonctionnaire, continuer à vivre là-bas, la chanteuse est construite là-bas. Je suis allée de mon côté, j'ai plus jamais mis pied où papa était. Bon, oui, il a construit ses maisons en général, quoi. J'ai tout abandonné, j'ai tourné le dos. Pourquoi? Parce que moi, je vois tous ces biens-là comme si c'était mes frères que on a vendus pour avoir ça. Donc pour moi, c'est choquant. Jusqu'aujourd'hui, je t'assure, je suis en location, je me bats à construire, que je ne suis plus jamais reparti là-bas. Parce que quand on m'appelle même que me voilà, il s'est écrit tout, tu fais comment? J'ai dit que fichez-moi le camp. Un jour, je vais devenir, même moi, consciemment et personnellement, je ne me vois pas en train de retourner là-bas. Qui sait? C'est abandonné tout un peu dans les herbes, il doit l'abandonner de partout, qu'il a investi. Je suis plus moi là. Donc c'était un peu ça pour la petite histoire. C'est pour ça aussi je voulais sensibiliser en disant que franchement, chers parents, surtout chers mamans, quand vous avez des enfants, si un enfant vient te dire quelque chose, ou veut te dire quelque chose, ne chasse pas cet enfant. Il faut écouter l'enfant et vérifier tout cela. Parce que je vous assure, un enfant ne peut pas se lever et venir te raconter une histoire comme ça. Même si deux fois c'est un petit enfant qui mente, mais dans ce mensonge, il y a un minimum de vérité. Et si maman m'avait écouté depuis toute petite que je chantais, je criais et tout, plus qu'en ce moment, il n'avait pas encore vendu son moi. Et si elle m'aurait écouté, il ne serait jamais trop tard. Mais là, maintenant, elle a tout fait, elle a marché de partout, plus rien. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, nous allons écouter les enfants. Ainsi s'achève notre histoire du jour. Une histoire qui nous rappelle que tout n'est pas toujours ce que l'on voit. Restons vigilants, prions sans cesse et cherchons toujours la vérité, car Dieu seul connaît les cœurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Et à vous qui êtes déjà de la famille, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo autour de vous pour soutenir la chaîne. Que notre bon Dieu vous bénisse abondamment et surtout, n'oubliez jamais de prier avant toute chose. À très bientôt pour une nouvelle histoire.